Lecture des chapitres 10 à 13 du Voyage au Brésil de Jean Deléry. Chapitre 10 des animaux de l'Amérique. J'avertirai en un mot au commencement de ce chapitre que, pour ce qui est des animaux à quatre pattes, non seulement en général mais sans exception, il ne s'en trouve pas un seul en cette terre du Brésil américain qui soit tout à fait semblable au nôtre, mais aussi que nos Tupinambuns n'en nourrissent que bien rarement de domestiques. Pour donc décrire les bêtes sauvages de leur pays, genre nommé par eux Soo, je commencerai par celles qui sont bonnes à manger. La première et la plus commune est une bête qu'ils appellent tapiroussou, ce qui veut dire tapir, qui, ayant le poil rougeâtre et assez long, est presque de la grandeur, grosseur et forme d'une vache. Toutefois, comme elle ne porte point de cornes, qu'elle a le cou plus court, les oreilles plus longues et pendantes, les jambes plus sèches et délicates, le pied non fendu, au contraire de la forme même de celui de l'âne, on peut dire que participant de l'un et de l'autre, elle est moitié vache et moitié âne. Néanmoins, elle diffère encore entièrement de tous les deux, tant par la queue qu'elle a fort courte, et notez à cet endroit qu'il se trouve beaucoup de bêtes en Amérique qui n'en ont point du tout, que par les dents qu'elle a beaucoup plus tranchantes et aiguës. Cependant, malgré cela, n'ayant nulle défense que la fuite, elle n'est nullement dangereuse. Les sauvages la tuent, comme plusieurs autres, à coups de flèche ou la prennent à des chausses-trappes et autres pièges qu'ils font assez habilement. Du reste, cet animal, à cause de sa peau, est merveilleusement estimé d'eux, car quand ils l'écorchent, coupant en rond tout le cuir du dos, après qu'il est bien sec, ils en font des rondelles aussi grandes que le fond d'un tonneau moyen, qui leur servent à résister aux jets de flèches de leurs ennemis quand ils vont en guerre. Et, de fait, cette peau ainsi séchée et préparée est si dure que je ne crois pas qu'il y ait flèche, si violemment décochée soit-elle, qui la puisse percer. Concernant la chair de ce tapiroussou, elle a presque le même goût que celle du bœuf, mais pour ce qui est de la cuisson et de la préparation, nos sauvages, à leur mode, la font habituellement boucaner. Et parce que j'ai déjà employé avant et qu'il faudra que j'emploie souvent par la suite ce terme de boucaner, afin de ne plus tenir le lecteur en suspens, et parce que l'occasion se présente ici maintenant bien à propos, je veux expliquer ce que c'est. Nos Américains donc, fichant assez profond en terre 4 fourches de bois, aussi grosses que le bras, en carré, distantes d'environ 3 pieds, ça fait à peu près 1 mètre, et également élevées en hauteur de 2,5, c'est-à-dire d'à peu près 70 centimètres, mettant sur celles-ci des bâtons en travers, à 1 pouce ou 2 doigts l'un près de l'autre, c'est-à-dire à peu près 6 centimètres l'un de l'autre, font de cette façon une grille de bois qu'ils appellent boucan. En fait, c'est comme un grand barbecue. Si bien qu'en ayant plusieurs plantés devant leur maison, ceux d'entre eux qui ont de la viande la mettent dessus morceau par morceau et avec du bois bien sec qui ne rend pas beaucoup de fumée, faisant un petit feu lent dessous en la tournant et retournant chaque demi-quart d'heure, ils la laissent cuire ainsi autant de temps qu'il leur plaît. Et parce que ils ne salent pas leur viande pour les garder, comme nous faisons chez nous, et ils n'ont d'autre moyen de les conserver que de les faire cuire, s'ils ont pris en un jour 30 bêtes fauves, ou autres, comme nous le décrirons dans ce chapitre, afin d'éviter qu'elles n'empuantissent, elles seront immédiatement toutes mises en morceaux sur le boucan, de manière que, comme je l'ai dit, les tournant et retournant souvent dessus, ils les y laisseront quelquefois plus de 24 heures, et jusqu'à ce que le milieu de ce qui touche aux os soit aussi cuit que le dehors. Quant au tatou de cette terre du Brésil, cet animal, comme les hérissons en Europe, sans pouvoir courir aussi vite que plusieurs autres animaux, se traîne ordinairement parmi les buissons. Mais en récompense, il est tellement armé et tout couvert d'écailles si fortes et si dures que je ne crois pas qu'un coup d'épée lui fît quelque chose. Et même quand il est écorché, les écailles jouant et se maniant avec la peau, avec laquelle les sauvages font de petits sacs qu'ils appellent caramemo, vous diriez en la voyant pliée que c'est un gantelet d'armure, la chair en est blanche et d'assez bonne saveur. Chapitre 11 de la variété des oiseaux d'Amérique. Entre autres, il y en a deux de même grandeur ou peu s'en faut, à savoir plus gros qu'un corbeau, et ainsi presque que tous les oiseaux d'Amérique ont les pieds et becs crochus comme des perroquets, au nombre desquels on pourrait les mettre. Mais quant au plumage, comme vous en jugerez vous-même après l'avoir entendu, je ne crois pas qu'en tout le monde universel il puisse se trouver d'oiseaux de plus admirable beauté. Aussi, en les considérant, il y a bien de quoi non pas magnifier la nature comme font les profanes, mais leur excellent et admirable créateur. Donc, pour en faire la preuve, le premier que les sauvages appellent arat
ayant les plumes des ailes et celles de la queue, qui la longue d'un pied et demi, pour moitié aussi rouge que de l'écarlate fine, et pour l'autre moitié, la tige au milieu de chaque plume séparant toujours les couleurs opposées des deux côtés, de couleur bleu céleste, aussi étincelante que la plus fine étoffe qui se puisse voir, et de plus tout le reste du corps azuré. Quand cet oiseau est au soleil, où il se tient habituellement, il n'y a œil qui ne puisse se lasser de le regarder. L'autre, nommé Canidé, ayant tout le plumage sous le ventre et alentour du cou aussi jaune que de l'or fin, le dessus du dos, les ailes et la queue d'un bleu si pur qu'il n'est pas possible de l'être plus, ayant l'impression qu'il est vêtu d'une toile d'or par-dessous et vêtu d'un manteau au motif de damas violet par-dessus, on est ravi d'une telle beauté. Chapitre 12. De leur manière de pêcher. Quant à la façon de pêcher des sauvages, il faut ajouter à ce que j'ai déjà dit qu'ils prennent des mulets à coups de flèche. Les mulets sont des poissons. Ce qui se doit aussi entendre de toutes les autres espèces de poissons qu'ils peuvent choisir dans l'eau, et que non seulement les hommes et les femmes de l'Amérique, ainsi que des chiens barbets, afin d'aller chercher leur gibier et leur pêche au milieu des eaux, savent tous nager, et aussi les petits enfants, dès qu'ils commencent à marcher, se mettant dans les rivières et sur le bord de la mer, grenouillent déjà dedans comme de petits canards. À titre d'exemple, je raconterai brièvement qu'ainsi, un dimanche matin, en nous promenant sur une plateforme de notre fort, nous vîmes se renverser en mer une barque d'écorce, faite d'une façon que je décrirai ailleurs, dans laquelle il y avait plus de 30 personnes sauvages, des grands et des petits, qui venaient nous voir. Comme en grande diligence nous pensions les secourir avec un bateau, nous fûmes aussitôt vers eux, les ayant tous trouvés nageant et riant sur l'eau. Il y en eut un qui nous dit « Et où allez-vous ainsi si hâtivement, vous autres mères ?» Ainsi appellent-ils les Français. Nous venons, dîmes-nous, pour vous sauver et retirer de l'eau. Vraiment, dit-il, nous vous en savons bon gré, mais du reste, croyez-vous que pour être tombés dans la mer, nous soyons pour cela en danger de nous noyer? Nous demeurerions plutôt 8 jours dessus, de la façon que vous nous y voyez, sans prendre pied ni aborder la terre, de manière, dit-il, que nous avons beaucoup plus de peur que quelque grand poisson ne nous tire par le fond, que nous ne craignons de couler de nous-mêmes. Alors les autres, qui tous nageaient vraiment aussi aisément que des poissons, étant avertis par leurs compagnons de la cause de notre venue si soudaine vers eux, en se moquant, se prirent si fort à rire que, comme une troupe de marsouins, c'est-à-dire de dauphins, nous les voyions et entendions souffler et ronfler sur l'eau. Et de fait, bien que nous fussions encore à plus d'un quart de lieue de notre fort, et il n'y en eut cependant que 4 ou 5, plus encore pour causer avec nous que par l'appréhension du danger, qui voulurent se mettre dans notre bateau. J'observai que les autres, quelquefois en nous devançant, non seulement nageaient aussi droit et aussi bien qu'ils voulaient, mais aussi, quand bon leur semblait, ils se reposaient sur l'eau. Et quant à leur barque d'écorce, aux quelques lits de coton, vivres et autres objets qui étaient dedans et qu'ils nous apportaient, le tout étant submergé, ils ne s'en souciaient certes pas plus que vous feriez d'avoir perdu une pomme, car, disait-il, n'y en a-t-il pas d'autres au pays? Chapitre 13. Des arbres, herbes, racines et fruits exquis que produit la terre du Brésil. Premièrement, parce que parmi les arbres les plus célèbres et maintenant connus parmi nous, le bois de Brésil, duquel aussi cette terre a pris son nom pour nous, à cause de la teinture qu'on en fait, est une des plus prisées. J'en ferai ici la description. Cet arbre donc, que les sauvages appellent araboutan, croît habituellement aussi haut et touffu que les chênes des forêts de ce pays, et il s'en trouve de si gros que 3 hommes ne pourraient en embrasser un seul tronc. Mais concernant la manière d'en charger les navires, que je veux mentionner ici, notez que tant à cause de la dureté et par conséquent de la difficulté qu'il y a à couper ce bois, que parce qu'il n'y a ni chevaux, ni ânes, ni autres bêtes pour porter, charrier ou traîner les fardeaux dans ce pays-là, il faut nécessairement que ce soit les hommes qui fassent ce travail. Et si les étrangers qui voyagent là-bas n'étaient pas aidés par les sauvages, ils ne pourraient charger un navire moyen en un an. Du reste, parce que nos Tupinambuns sont tout à fait ébahis de voir les Français et autres habitants de pays lointains prendre tant de peine pour venir chercher leur arabautan, c'est-à-dire bois de Brésil, il y eut une fois un vieillard parmi eux qui à ce sujet m'interrogea de la manière suivante. Que signifie le fait que vous autres, mères et perros, c'est-à-dire français et portugais, vous veniez de si loin chercher du bois pour vous chauffer? N'y en a-t-il point dans votre pays? À quoi lui ayant répondu que si en une grande quantité, lui ayant répondu que si et en grande quantité nous en avions,
mais pas des mêmes espèces que les leurs, ni surtout de bois de Brésil que nous ne brûlions pas comme ils le pensaient, mais comme eux-mêmes s'en servaient pour rougir leurs cordons de coton, leurs plumes et d'autres choses que les nôtres emmenaient pour faire de la teinture. Il me répliqua immédiatement. Soit, mais vous en faut-il donc autant? Oui, lui dis-je, pour le persuader, car comme il y a tel marchand en notre pays qui a plus d'étoffes et de draps rouges, voire, essayant toujours de lui parler de choses qui lui étaient connues, de couteaux, de ciseaux, de miroirs et autres marchandises que vous n'en avez jamais vues ici, un tel marchand, à lui seul, achètera tout le bois de Brésil dont plusieurs navires s'en retournent chargés de ton pays. Ah, ah, dit mon sauvage, tu me racontes des choses étonnantes. Puis, ayant bien retenu ce que je venais de lui dire, m'interrogeant plus avant, il dit « Mais cet homme si riche dont tu me parles, ne meurt-il point ?»« Si fait, lui dis-je, aussi bien que les autres. » Sur quoi, comme ils sont aussi grands discoureurs et qu'ils poursuivent fort bien un propos jusqu'au bout, il me demanda de nouveau « Et quand donc il est mort? À qui est tout le bien qu'il laisse? À ses enfants s'il en a, et à défaut à ses frères, ses sœurs ou à ses plus proches parents. » Vraiment, dit alors mon vieillard, qui, comme vous le jugerez, n'était nullement un lourdeau, maintenant je sais que vous autres Français, vous êtes de grands fous. Car vous faut-il tant vous tourmenter à passer la mer, sur laquelle, comme vous me le dites en arrivant ici, vous endurez tant de maux, pour amasser des richesses, ou pour vos enfants, ou pour ceux qui survivent après vous? La terre qui vous a nourris n'est-elle pas suffisante pour les nourrir eux aussi? Nous avons, ajouta-t-il, des parents et des enfants que, comme tu le vois, nous aimons et chérissons. Mais parce que nous sommes sûrs qu'après notre mort, la terre qui nous a nourris les nourrira eux aussi, sans nous en soucier plus, nous nous reposons sur cela. Voilà sommairement le véridique discours que j'ai entendu de la bouche d'un pauvre sauvage américain. Par conséquent, outre que cette nation que nous estimons si barbare se moque de bonne grâce de ceux qui, au péril de leur vie, passent la mer pour s'en aller chercher du bois de Brésil afin de s'enrichir, encore dois-je ajouter, pour aveugle qu'elle soit, attribuant plus de pouvoir à la nature et à la fertilité de la terre que nous ne le faisons à la puissance et à la providence de Dieu, elle se lèvera en accusatrice contre les voleurs qui portent le titre de chrétiens, dont la terre de chez nous est aussi remplie que leur pays en est vide, pour ce qui concerne ses habitants naturels. Par conséquent, comme ainsi que je l'ai dit ailleurs, les Tupinambunt haïssent mortellement les gens cupides, ils détestent la cupidité. Plût à Dieu qu'afin qu'ils servent déjà de démons et de furies pour tormenter nos gouffres insatiables, qui, n'ayant jamais assez, ne font ici que sucer le sang et la moelle des autres, ils fussent tous confinés parmi eux. Il fallait qu'à notre grande honte, et pour justifier nos sauvages du peu de soin qu'ils ont des choses de ce monde, je fisse cette digression en leur faveur. Quant aux plantes et herbes, dont je veux aussi faire mention, je commencerai par celles qui, à cause de leurs fruits et de leurs effets, me semblent les plus excellentes. Premièrement, la plante qui produit le fruit nommé par les sauvages ananas est de forme semblable au glaïeul, et encore, ayant les feuilles un peu courbées et cannelées tout autour, elle s'approche plus de celle de l'aloès. Elle croît aussi non seulement amoncelée dans un grand chardon, mais son fruit aussi, qui est de la grosseur d'un melon moyen, et ressemble à une pomme de pin, sans pendre ni pencher d'un côté ni de l'autre, pousse comme nos artichauts. Et du reste, quand ces ananas sont venus à maturité, étant de couleur jaune azurée, ils ont une telle odeur de framboise que non seulement en allant par les bois et autres lieux où ils croissent, on les sent de fort loin, mais aussi leur goût fondant dans la bouche est naturellement si doux qu'il n'y a confiture de ce pays qui les surpasse. Je soutiens que c'est le plus excellent fruit de l'Amérique, et de fait, moi-même, là-bas, j'en ai pressé un dont j'ai fait sortir près d'un verre de sucre, c'est-à-dire de jus, et cette liqueur ne me semblait pas inférieure au vin de Malvoisie. Cependant, les femmes sauvages nous apportaient de pleins paniers de grande taille qu'elles nomment panacons, avec de ces pacos dont j'ai fait mention, et d'autres fruits que nous avions d'elles pour un peigne ou un miroir. Pour ce qui est des simples que cette terre du Brésil produit, il y en a une, entre autres, que nos Tupinambunt appellent pétain, c'est du tabac, qui croît un peu plus haut que celle que notre grande oseille, a des feuilles assez semblables, mais encore plus proches de celles de Consolida major. Cette herbe, à cause de la singulière vertu qu'elle a, vous allez l'entendre, est en grande estime parmi les sauvages, et voici comme ils l'utilisent.
Après qu'ils l'ont cueilli, pendu par petites poignées et fait sécher en leur maison, ils en prennent 4 ou 5 feuilles qu'ils enveloppent dans une autre grande feuille d'arbre à la façon d'un cornet d'épices. Ils y mettent alors le feu par le petit bout et, le mettant ainsi un peu allumé dans leur bouche, ils en tirent de cette manière la fumée, si bien qu'elle leur ressorte par les narines et par leurs lèvres trouées, et ne laissent pas néanmoins de les sustenter, c'est-à-dire de les rassasier, que s'ils vont à la guerre et que la nécessité les presse, ils seront 3 ou 4 jours sans se nourrir d'autre chose. Il est vrai qu'ils en usent encore à un autre égard, car, parce que cela leur fait distiller les humeurs superflues du cerveau, vous ne verriez guère nos Brésiliens sans qu'ils en aient chacun un cornet de cette herbe pendu au col, mais aussi à tout moment, et en vous parlant, en leur donnant une contenance, ils en hument la fumée, qui, comme je l'ai dit, eux resserrant soudain leur bouche, leur ressort par le nez et les lèvres fendues comme hors d'un encensoir. La senteur n'en est pas déplaisante. Cependant, je n'ai point vu les femmes en utiliser, et je ne sais quelle en est la raison. Mais je dirais bien qu'ayant moi-même expérimenté cette fumée de pétain, j'ai senti qu'elle rassasie et garde bien d'avoir faim. C'est pourquoi toutes les fois que l'image de ce nouveau monde que Dieu m'a fait voir se représente devant mes yeux et que je considère la sérénité de l'air, la diversité des animaux, la variété des oiseaux, la beauté des arbres et des plantes, l'excellence des fruits et bref en général les richesses dont cette terre de Brésil est décorée, immédiatement cette exclamation du prophète au psaume 104 me vient en mémoire. Ô Seigneur Dieu, que tes œuvres diverses sont merveilleuses par le monde univers. Ô que tu as fait par grande sagesse, bref, la terre est pleine de ta largesse. Ainsi donc, heureux les peuples qui y habitent, s'ils connaissent l'auteur et créateur de toutes ces choses. Mais, au lieu de cela, je vais traiter des sujets qui montreront combien ils en sont éloignés. J'ai oublié de dire que les fruits nommés pacos sont les bananes.